Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour tout le monde, je suis ravi de démarrer cette nouvelle exploration aujourd'hui parce qu'on va plonger dans des documents vraiment bouleversants. On va analyser le projet Renaissance, la symphonie des Tesselles. Salut. Et oui, c'est une initiative artistique qui est monumentale. Je suis complètement fasciné par la profondeur de ses sources. Exactement. Et l'objectif de notre analyse, c'est d'examiner comment ce projet tente de transformer les traumatismes liés aux abus au sein de l'Église en un acte de justice et de réparation. C'est ça. Et je précise tout de suite, comme les sources abordent des sujets très sensibles institutionnellement, on est juste là pour rapporter et décortiquer la démarche décrite dans les textes. On ne prend pas parti. C'est super important de le rappeler. Alors, en lisant le dossier, l'analogie qui m'a sauté aux yeux, c'est le kintsugi. L'art de réparer avec de l'or, c'est ça. Ouais, c'est art japonais, mais là, c'est appliqué à une échelle humaine et surtout sur 50 mètres carrés. C'est immense. La question, c'est comment des fragments brisés peuvent-ils créer une voie unifiée? Le premier détail clé de l'œuvre, c'est la mosaïque elle-même. Les tesselles, donc les petits fragments, ne sont pas de simples morceaux de céramique. Chaque morceau représente une blessure. Waouh, d'accord. Et chaque morceau posé est une étape de reconstruction. Ce qu'il faut vraiment retenir des documents, c'est que ce n'est pas une œuvre sur les victimes. Ouais, c'est fait par elle. Les textes soulignent que le projet a été initié par Sœur Samuel. Qui est elle-même une survivante. C'est ça, et le tout est co-construit de A à Z avec d'autres victimes. Mais la création physique n'est qu'une première étape. Exactement. Il y a une transition narrative très forte dans le projet. L'œuvre prend vie à travers d'autres sens. La dimension matérielle devient sensorielle. Ah oui, avec le film et la musique, c'est ça. Voilà. Les sources mentionnent le film documentaire de Quentin Delcourt et la symphonie de Baptiste Capitagno. Ce passage du morcellement visuel à l'unité musicale, c'est le moyen de retrouver la parole. C'est hyper puissant. Mais là où l'art devient presque dérangeant et très politique, c'est l'aspect prophétique du projet. Ah oui, parce que la mosaïque ne va pas rester entière. Attends, vraiment, hein. Ils font 50 mètres carrés pour la détruire. Pas la détruire, non, mais la diviser. Elle sera coupée en 200 fragments qui seront envoyés à travers le monde. Et la stratégie est dingue. Les documents expliquent qu'ils ciblent spécifiquement des lieux liés à Marco Rupnik. Le prêtre mis en cause pour abus, oui. Mais comment l'envoi d'un simple fragment matériel peut-il, concrètement briser le silence d'une institution entière? Ça paraît fou. C'est une inversion symbolique redoutable. En fait, envoyer ces morceaux, ça transforme physiquement des lieux d'emprise en véritables lieux de mémoire. Ah, je vois, ça force la présence du traumatisme dans leurs murs. Voilà. L'art devient un acte ecclésial qui empêche le système de détourner le regard. D'accord, donc ça a une portée mondiale. Mais les sources parlent aussi de l'ancrage local. Et là, ça soulève pas mal de questions. Oui, il y a des risques institutionnels majeurs au niveau local. Les documents s'attardent sur l'intégration proposée au diocèse de Tours et au collectif Voix libérée. C'est ça. L'idée, c'est d'accueillir un fragment, d'organiser des concerts, des projections, et même d'utiliser l'art dans une cellule d'écoute. Comme outil thérapeutique, oui. Mais, et c'est une objection que je trouve incontournable en lisant ça, est-ce qu'il n'y a pas un immense risque de récupération? De la part de l'institution, tu veux dire? Grave. Une institution pourrait tellement facilement utiliser ça pour une communication ultra positive, genre « regardez nos efforts », tout en restant déconnecté de la vraie vérité. C'est le piège classique, et les documents le soulignent. La réponse stricte à ça, c'est la gouvernance. Ok. La gouvernance doit rester impérativement entre les mains des victimes. C'est la seule façon d'éviter l'instrumentalisation et de privilégier l'authenticité face au danger d'une simple campagne d'image. Donc l'institution ne contrôle pas le récit. C'est rassurant. En synthèse, l'art ici n'est pas juste là pour faire joli. Non, clairement pas. C'est présenté comme un véritable langage universel de réparation. Langage qui structure un collectif pour combattre l'isolement terrible des survivants. Exactement. C'est la force de ce kintsugi géant. Eh bien, ça nous amène à une réflexion finale que je trouve passionnante pour ceux qui nous écoutent. Je t'en prie. Si la fragmentation physique d'une simple œuvre d'art a le pouvoir de forcer une institution millénaire à affronter son passé, quels autres traumatismes systémiques de notre société, que ce soit en politique ou en entreprise, pourraient être démantelés par un processus de création collective similaire? Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité.
À la semaine prochaine.